Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, je sais, j'ai changé l'affiche. Original. Première chose, vite fait, nouvelle tribune de généraux qui a été parue, je crois, juste avant le week-end. Hier, je regarde 500 000 soutiens sur le site Valeurs Actuelles et ce matin, on est à plus d'1 million de soutiens. C'est-à-dire qu'en l'espace même pas de quelques dizaines d'heures, on est passé de 500 000 à 1 million. Je n'ose même pas regarder ce que aujourd'hui ce compteur amène. Le fait est, c'est que, vu toutes les polémiques, vu toutes les manipulations, vu tout ce qu'on a pu entendre sur la tribune des généraux de celle du 13 avril, publiée par Valeurs Actuelles le 21 avril, si vous n'avez toujours pas entendu parler ou si vous n'avez pas vu ou lu le contenu de cette tribune, je vous invite à aller retourner dans cette vidéo que j'ai faite exprès pour voir ensemble le contenu de cette tribune des généraux et voir finalement ensemble aussi si c'est une incitation à l'insurrection ou à la guerre civile. Eh bien, on va refaire de même. On va découvrir ensemble cette nouvelle tribune. Donc qui commence évidemment par Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux et vos grades et qualités. On ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Petit aparté, en effet, ça fait référence, alors je ne sais plus sur quel 14 juillet, la Marseillaise avait été chantée par une chanteuse antillaise, un truc comme ça, et le fameux couplet du sang impur abreuve nos sillons a été transformé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas respecté le texte authentique, elle a changé le texte pour s'approprier la Marseillaise à sa version, parce que, évidemment, c'est un passage qui est déjà remis en question. Et donc là, en effet, les généraux expriment ici, dans juste ce premier texte, leur inquiétude sur cette... peut-être pas forcément attaquer la cancel culture, mais cette volonté d'essayer de vouloir faire évoluer les choses, non pas dans le bien-être ou dans l'intérêt de la nation ou de la société en général, mais plus particulièrement sur une volonté idéologique de changer les préceptes et les concepts de la République. Sauf qu'évidemment, on trouvera toujours des gens qui vont légitimer ou même justifier de dire oui, mais il faut faire évoluer les mentalités et cela implique aussi de faire évoluer certains dogmes. Je suis en effet pas contre cette idée de faire évoluer les dogmes. Je veux dire, la Marseillaise, elle est ce qu'elle est, si ça se trouve peut-être dans 500 ans, elle aura disparu. Mais elle est quand même un des fondements même de l'histoire de France, et plus particulièrement de la Révolution, et de la Constitution même de la République dans son histoire. C'est une hymne nationale. Donc si on commence à modifier des parties d'une hymne nationale pour plaire à certaines sensibilités, etc., si vous commencez à faire ça, vous allez avoir aussi des légitimités d'autres communautés, d'autres sensibilités à vouloir changer les structures même. Donc si vous déstructurez, si vous déconstruisez, si vous faites de la déconstruction, pour reprendre ce terme, il y a un moment donné où la déconstruction, en règle générale, ça mène au chaos, ça mène au désordre. Parce que chacun va vouloir légitimer son truc. Oui, mais moi je veux que... Oui, mais moi je suis communauté, machin, et je trouve que ça, c'est pas bien, donc il faut le changer aussi. Enfin, c'est... voilà, je pense que c'est un peu ce qu'on peut sous-entendre par cette première phrase. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger et de les suivre. Là, en effet, c'est évidemment cette partie méconnue, évidemment, de la Marseillaise, puisque je rappelle, la Marseillaise, c'est un long texte, on ne connaît que le premier couplet. Généralement, on apprend le premier couplet, mais il y a, je crois, je ne sais plus combien de couplets il y a, peut-être 6 ou 12 couplets, je ne sais plus. Enfin, elle est quand même assez longue.
Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont par exemple les vieux soldats dont vous avez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont des milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens, des soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre nos libertés, obéissant à vos ordres, pour faire vos guerres et mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les avez traités de facieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour voir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Donc ça sous-entend que ces généraux sont des généraux d'actifs. Nous sommes de ce que les journaux ont nommé la génération du feu. Hommes et femmes militaires en activité de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire. Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d'entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l'islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol. Alors là, évidemment, c'est un texte qui va être tout de suite. On va voir toutes les bien-pensants, gauchos, islamo-gauchistes, qui vont sauter dessus, en disant oh, regardez, vous voyez, c'est des islamophobes. Alors là, ce texte-là, vous pouvez être sûr, ils vont sauter dessus. Presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous y avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance. Nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Là, en effet, si certains pourraient dire que oui, mais attendez, les militaires, vous vivez dans un microcosme militaire. Ben non, parce que depuis l'opération Sentinelle, donc depuis 2015, voire même avant, avec les opérations Vigipirate où déjà on utilisait des militaires, bien des militaires aujourd'hui, on peut dire carrément sur 2 générations, ils sont conscients de la réalité de terrain dans le civil. Alors oui, c'est pas partout. Mais il le dit bien, presque tous, nous avons connu l'opération Sentinelle. Nous avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas des centres-villes ou des beaux quartiers chics, etc., qui en général connaissent une protection plus rapprochée. Non, là, ils parlent de banlieues. Donc ces fameux quartiers. Nous avons défilé le 14 juillet, et cette foule bienveillante et diverse qui nous acclamait parce que nous en sommes l'émanation, on nous a demandé de nous en méfier pendant des mois en nous interdisant de circuler en uniforme, en faisant de nous des victimes en puissance sur un sol que nous sommes pourtant capables de défendre. Et là, je parle en connaissance de cause pour avoir fait un défilé du 14 juillet. Alors, j'ai pas fait celui sur les Champs-Élysées, j'ai fait celui de Compiègne, mais j'avais accompagné des officiers sur le défilé du 14 juillet. Mais même à Compiègne, je peux vous dire, quand vous défilez et que vous entendez les gens vous acclamer, ça vous fait quelque chose. Alors, voilà, c'est une expérience à faire. Moi, je l'ai faite, j'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu que, malgré toutes les idéologies antimilitaristes qu'on a pu connaître, subir depuis de nombreuses décennies maintenant, force est de constater qu'en fait, la France, la majorité du peuple français soutient son armée. Et là, pareil, ça risque en effet de déranger pas mal de gens. Oui, nos aînés ont raison sur le fond de leur texte, dans sa totalité. Nous voyons la violence dans nos villes et villages. Nous voyons le communautarisme s'installer dans l'espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme. Alors là encore, il y en a certains qui vont certainement réagir « oui, mais c'est aussi de notre faute, parce que c'est des générations issues de l'immigration qu'on a mis à l'écart, qu'on a discriminé, et blablabla, et blablabla. » Je dis « mais attendez, dans tous les pays, c'est comme ça. Dans tous les pays, il y a toujours de la discrimination envers l'étranger.
Donc c'est à l'étranger de se prendre en main, de se prendre le courage et de démontrer qu'il vaut mieux, voire même être l'égal du citoyen du pays dans lequel on vit. Sauf que si on prend à contre-courant certains phénomènes pour dire « Ah, regardez, ils sont racistes », voilà, elle arrive là. Aujourd'hui, on est dans la merde, tout simplement. Ce n'est peut-être pas des militaires de dire ça, arguerez-vous. Bien au contraire, parce que nous sommes apolitiques dans nos appréciations de situation. Et c'est un constat professionnel que nous livrons. Et là, ils insistent bien, c'est un constat professionnel. C'est-à-dire que là, c'est pas mon opinion politique en tant que militaire, souvent assimilée de droite, comme la police, c'est-à-dire le cliché habituel. Mais là, c'est le professionnel. Car cette déchéance, nous l'avons vu dans bien des pays en crise. Elle précède l'effondrement. Elle annonce le chaos et la violence. Et contrairement à ce que vous affirmez ici ou là, ce chaos et cette violence ne viendront pas d'un pronunciamento militaire, mais d'une insurrection civile. Et là, donc, ils insistent bien en disant « c'est pas nous qui allons provoquer, c'est pas nous qui allons organiser ». En revanche, c'est à nous que vous allez faire appel le jour où vous allez avoir des civils qui vont commencer à foutre le bordel et qui vont commencer à s'approcher de vos petits univers, de vos petits cocons, de vos petites tours ivoires pour vous réclamer des comptes. Voilà le message qui est envoyé. Et là encore, les médias vont essayer de détourner le message pour l'interpréter à une autre sauce. Lâcheté, fourberie, perversion. Telle n'est pas notre vision de la hiérarchie. Et là on monte d'un cran par rapport à l'ancienne tribune. Je tiens à le signaler. L'armée est au contraire, par excellence, le lieu où l'on se parle vrai parce que l'on engage sa vie. C'est cette confiance en l'institution militaire que nous appelons de nos vœux. Et c'est vrai que le régime militaire nous entraîne à ne pas jouer l'individualisme, mais au contraire à jouer le collectif. Ça, c'est le collectif dans une opération militaire, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas jouer le genre « oui, mais moi, je veux ». Non, c'est en tout et pour tout. C'est ce qui d'ailleurs a dérangé pas mal de générations de jeunes, même des jeunes de ma génération. Nous aussi, on ne voulait pas faire le service militaire. Ça nous emmerdait. Moi, je l'ai fait, et je l'ai fait en des conditions assez bonnes, on va dire, parce que ça m'a permis de côtoyer justement beaucoup de hiérarchies, beaucoup de gradés, mais aussi de constater que, chose qui était très amusante, c'était de voir que généralement c'était les plus diplômés, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà des niveaux d'études supérieurs, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, souvent d'ailleurs dans les trucs culturels, sociaux, etc., mais qui étaient les plus décontenancés psychologiquement. C'est la petite anecdote quand même. Hein. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Personne ne peut vouloir une situation aussi terrible, nos aînés pas plus que nous, mais oui, de nouveau, la guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement. Là encore, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de relativiser en disant « non, mais vous rendez-vous compte, ces généraux, ils sont irresponsables, etc. » On va couvrir le feu. On va couvrir le feu. Comme les médias le font depuis maintenant des années. Depuis même, je dirais, l'apparition des Gilets jaunes, on a tout essayé pour les discréditer, les mettre de côté, leur donner ne pas leur donner de légitimité, etc. Sauf que, malheureusement, ils se sont mêlés les crayons dans cette stratégie, et ça s'est vu pour la grande majorité des gens. Le cri d'alarme de nos anciens renvoie enfin à de plus lointains échos. Nos aînés, ce sont les résistants de 1940, que bien souvent des gens comme vous traitaient de facieux, et qui ont continué le combat pendant que les légalistes, transis de peur, misaient déjà sur les successions avec le mal pour limiter les dégâts. Ce sont les poilus de 14 qui mouraient pour quelques mètres de terre, alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Ce sont tous les morts célèbres et anonymes, tombés au front et après une vie de service. Et en effet,
Savoir qu'il y a des gens qu'on a envoyés au casse-pipe, qu'on a envoyés comme des chairs à canon pour défendre une terre, pour défendre un idéal, pour défendre la République, pour défendre sa loi, et qu'aujourd'hui on a des gens qui, depuis des années, ont abandonné des territoires à la délinquance, à la racaille, aux gangs, au trafic de drogue, au communautarisme, quel qu'il soit, pas spécialement religieux, musulman, etc., mais d'une manière générale, au communautarisme, ben oui, là, il y a une déliquescence claire, nette et précise. Tous nos aînés, ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est, qui ont dessiné son territoire, défendu sa culture, donné au reçu des ordres dans sa langue, ont-ils combattu pour que vous laissiez la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avenir. Point d'interrogation. Agissez, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas cette fois d'émotions sur commande, de formules toutes faites ou de médiatisation. Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres. Il s'agit de survie. Il s'agit de la survie de notre pays, de votre pays. Donc là, encore une fois de plus, on voit bien sur ce texte, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas d'appel à l'insurrection ni à la guerre civile. C'est encore une fois de plus un constat de fait. Un constat de fait qui rappelle le constat de fait qui a été fait par la précédente tribune, mais qui en rajoute sur le fait que la précédente tribune n'a pas été prise dans le sens qu'elle avait. C'est-à-dire que médiatiquement, politiquement, idéologiquement, on l'a détournée pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Et donc du coup, vous avez ces généraux qui disent là, ok, vous avez voulu jouer à ça, nous on vous dit, attention, ça ne marche pas, et il va falloir en payer le prix. Et que le danger, c'est que si jamais demain il y a une insurrection, c'est vous qui allez nous demander à nous, les militaires, de rétablir l'ordre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre obligatoirement des militaires français en face de citoyens français, dont parfois ils partagent les mêmes problèmes, les mêmes convictions, les mêmes pensées, les mêmes sensibilités par rapport à vous, les gouvernants, les politiciens, les idéologues, et vous allez leur demander, vous allez leur donner l'ordre, ou faire donner l'ordre, éventuellement de maintenir, de rétablir l'ordre en tirant sur leurs compatriotes. Là, en effet, si vous faites ça, ou si on est amené un jour à faire ça, eh ben, il y a des risques, en effet, des militaires disent non, on refuse. On dépose les armes. Et on va rejoindre ceux qui sont en face. Voilà ce qui risque d'arriver. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais vous verrez, et vous êtes en train déjà de le voir, comment les médias, comment les politiciens, déjà Mélenchon qui continue déjà à remuer la queue comme un chien fou, sauf que là, on est à plus d'1 million de signataires. Plus d'1 million. Deuxième petite info, alors, sur la tribune des militaires, on y reviendra, parce que je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Mais deuxième information assez intéressante, il y a dans la presse anglo-saxonne quelque chose qui est en train de se passer. Vous avez appris la semaine dernière, Belinda et Bill Gates vont divorcer. Sauf qu'évidemment, il y a une certaine presse qui, déjà il y a quelque temps, avait soulevé un lièvre. Je vais vous lire l'un de ces articles et vous allez voir de quoi je veux parler. En effet, un rapport du Daily Beast qui retraçait les tensions dans le mariage de Bill et Melinda Gates suite à la relation de Bill avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein, le Wall Street Journal a poursuivi les investigations qui confirment que Melinda Gates a commencé à consulter des avocats spécialisés en divorce dès 2019, avant que la pandémie ne ramène son mari sous les projecteurs du monde entier en tant que le tsar de facto du vaccin dans le monde. Des documents obtenus par le Wall Street Journal montrent que le couple a négocié son divorce tout au long de la pandémie. Madame Gates a consulté des avocats spécialisés en divorce environ 2 ans avant de demander le divorce à Bill Gates, affirmant que leur mariage était irrémédiablement rompu selon des personnes proches du dossier et des documents examinés par le Wall Street Journal. Comme l'a également rapporté le Daily Beast, les tensions dans leur mariage
peuvent être attribués à un rapport du New York Times affirmant que Gates avait rencontré Epstein à plusieurs reprises et qu'il était une fois resté tard dans la nuit dans sa maison de Manhattan. Leur réunion, selon les gens de Gates, se serait concentrée sur des questions de philanthropie. Les deux personnalités ont annoncé leur séparation pour la première fois il y a une semaine et depuis, le monde attend d'en savoir plus sur la façon dont ils prévoient de partager leur fortune de plus de 130 milliards de dollars. Mais ce qui est presque plus remarquable que le rapport détaillé par le Wall Street Journal et le Daily Beast, c'est le fait que le MSM semble sauter sur l'histoire selon laquelle la relation de Bill Gates avec Jeffrey Epstein a directement conduit à la dissolution de son mariage. C'est un gros problème car, comme nous l'avons signalé il y a plus d'un an, Bill Gates et la Fondation Gates ont construit l'une des machines de manipulation des médias les plus redoutables au monde pour aider à faire taire le cœur croissant de critiques sur Gates. En effet, en France, Le Monde, en 2017, avait reçu 300 000 dollars de la part de la Fondation Gates et l'année dernière pour jouer son rôle médiatique pro-vaccination, etc., a été payé, je crois, 300 000 euros. Voici un extrait d'un article de Columbia Journal Review sur la façon dont Gates manipule la presse. La générosité de Gates semble avoir contribué à favoriser des environnements médiatiques de plus en plus conviviaux pour l'organisme de bienfaisance le plus visible au monde. Il y a 20 ans, des journalistes ont examiné la première incursion de Bill Gates dans la philanthropie comme un moyen d'enrichir son entreprise de logiciels ou un exercice de relations publiques pour sauver sa réputation déchirée à la suite de la bataille antitrust meurtrière de Microsoft avec le ministère de la Justice. On en a déjà parlé. Aujourd'hui, la Fondation fait le plus souvent l'objet de profils doux et d'éditoriaux élogieux décrivant ses bonnes œuvres. Comme je dis, on en a parlé en effet. Souvenez-vous que, je vous ai déjà parlé même récemment dans une autre vidéo, que les Américains sont très ultralibérales, hégémoniques, mais pas trop. Surtout pour des entreprises qui, à un moment donné, peuvent avoir de l'influence sur les institutions américaines. Et donc, potentiellement prendre un ascendant sur le fonctionnement des institutions américaines. C'est pour ça que Microsoft, à un moment, s'est fait couper en plein vol, tout comme Facebook et Twitter et Google se feront couper tôt ou tard en plein vol. Sauf que, quand l'article qui rappelle la tactique de la philanthropie, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, je vais vous le réexpliquer vite fait, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont monté aux États-Unis des fondations philanthropiques, c'est-à-dire on finance, on aide, on fait des dons. BLM, par exemple, bénéficie d'énormément de dons de fondations philanthropiques, mais ces fondations philanthropiques, elles font des dons parfois à des entreprises de recherche, par exemple. Et je vais prendre l'exemple de la Fondation Gates. Il faut savoir que la Fondation Gates, par exemple, est l'un des plus gros financiers du service de virologie du fameux professeur Fauci, le monsieur Covid aux États-Unis, et de ce fait s'assure dans les recherches à la fois la stratégie, à la fois l'administratif et à la fois la logistique, pour que derrière des entreprises, des laboratoires privés, en collusion et en collaboration avec les services de M. Fauci, eh bien on tire un profit. Et si on fait le listing des entreprises ou des personnes physiques qui possèdent des actions dans ces laboratoires, je vous le donne en mille, qui vous retrouvez? Eh bien oui, vous retrouvez Bill Gates. C'est-à-dire que les philanthropes, en fait, utilisent leur fondation pour ainsi dire, peut-être blanchir un petit peu de l'argent pour essayer d'échapper à la fiscalité, puisque quand ils font des dons, c'est défiscalisé. Sauf que quand vous faites un don à une entité A, mais que cette entité A a des liens avec l'entité B, et que l'entité B travaille avec l'entité C, et que l'entité C va tirer des profits de l'activité de l'entité B, et bien tout d'un coup, vous retrouvez que le philanthrope qui a financé l'entité A a des actions et des intérêts dans l'entité C. Voilà comment ça fonctionne.
Et les BLM, c'est exactement le même problème. C'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte que vous avez sur les 3 fondatrices, 2 qui ont déjà quitté BLM et qui aujourd'hui sont des activités. Alors, j'ai pas étudié la question, mais je suis sûr et certain que si on gratte un peu, on va se rendre compte qu'on va retrouver des philanthropes qui financent BLM. Et puis, la 3e qui vient de se faire choper il y a quelques semaines, avec des achats de 3 maisons, je crois, en Californie, 3 ou 4 maisons en Californie, etc. Mais là, pareil, l'information, elle a vite fait disparu. Donc voilà, c'est juste le petit rappel du subterfuge des philanthropes. Pendant la pandémie, les médias se sont largement tournés vers Bill Gates en tant qu'expert de la santé publique sur le Covid-19, bien que Gates n'ait aucune formation médicale et ne soit pas un agent public. PolitiFact et USA Today, gérés respectivement par Poynter Institute et Gannett, qui ont tous deux reçu des fonds de la Fondation Gates, ont même utilisé leur plateforme de vérification des faits pour défendre Gates contre les fausses théories de complot et de désinformation, comme l'idée de la Fondation, avec des investissements dans les entreprises développant des vaccins et des thérapies Covid. En fait, le site web des fondations et les formulaires fiscaux les plus récents montrent clairement des investissements dans de telles entreprises, y compris Gilead et CureVac. Gilead, dont je rappelle aussi qu'il y a parmi ses actionnaires Vanguard qu'on retrouve également chez Moderna, qu'on retrouve également, je crois, chez AstraZeneca, qu'on retrouve également chez pas Vivendi, Sanofi, BlackRock. Vous vous souvenez de BlackRock? J'ai fait une vidéo sur BlackRock. Eh bien, pareil, BlackRock, par une de ses filiales, on les retrouve dans les mêmes sociétés. Donc, vous voyez. Et en effet, je rappelle, Facebook, francophone, a 2 référents aujourd'hui de fact-checking, qui sont Radio-Canada pour l'Amérique du Nord, et pour la France, Le Monde, le fameux décodeur du Monde, avec aussi maintenant l'AFP. Donc, pareil. Quel heureux hasard. Comme nous l'avons signalé, les liens de Gates avec Epstein sont beaucoup plus profonds qu'une simple réunion préétablie ou sur les sujets de la philanthropie. Le Daily Mail a un jour rapporté que Gates était invité à bord de l'avion Epstein. Avion Epstein qui allait sur l'île d'Epstein. Pendant ce temps, les employés de la Fondation Gates ont également visité le manoir Epstein à plusieurs reprises, tandis qu'Epstein a également discuté avec la Fondation Bill et Melinda Gates et JP Morgan Chase d'un projet de fonds caritatif de plusieurs milliards de dollars, un arrangement qui avait le potentiel de générer d'énormes frais pour M. Epstein, selon le Times. 2 des plus proches conseillers de Gates ont développé des relations étroites avec Epstein et l'ont ensuite présenté à Gates. Gates a dit un jour, dans un email, qu'il trouvait le style de vie d'Epstein intrigant, bien qu'il ait immédiatement noté que cela ne lui conviendrait pas. Avec tout ce préambule qui sort une fois de plus dans la presse, on ne peut s'empêcher de se demander: un accusateur de Bill Gates est-il sur le point d'aller de l'avant? Et en effet, là, on ne parle pas de presse complotiste, indépendante, alternative. Ce sont des journaux, quand même, qui ont pignon sur rue. Et qui plus est le Wall Street Journal, qui n'est pas une feuille de chou, entre guillemets, qui est quand même un des journaux les plus vendus, les plus lus aux États-Unis. Donc si le Wall Street Journal commence à s'intéresser au cas Bill Gates, j'ai envie de dire, le pauvre Bill, il peut s'attendre à un moment donné à se faire lâcher. C'est-à-dire qu'il a été un outil parmi tant d'autres. Comme je l'avais dit, je crois, dans une vidéo, quelqu'un m'avait donné un commentaire, me dit « Oui, Bill Gates, c'est le milliardaire, il est hyper puissant, etc. » Je dis « Oui, il est puissant par ses moyens financiers, logistiques, influence, etc. Mais il n'est qu'un exécutant, il n'est pas le commanditaire. » Et là, je pense qu'on va avoir la preuve qu'il n'est en effet qu'un exécutant, qu'il y a des gens bien au-dessus de lui qui lui ont donné un rôle à jouer, sauf qu'aujourd'hui le rôle il l'a plutôt mal joué parce que ça n'a pas fait illusion auprès d'un certain nombre de gens, qu'il a une telle influence, il a un tel parapluie d'investissement dans beaucoup de domaines,
Si j'essaie de retrouver le diagramme, j'essaierai de vous le mettre ici, mais à la limite, je vous donnerai aussi le lien en bas, parce que c'est tellement détaillé que là, peut-être que vous n'aurez pas la définition suffisante pour voir les détails. Donc voilà, je trouve que c'est une information qui est intéressante à savoir, à suivre, parce que là, c'est peut-être la preuve que peut-être le règne Bill Gates est peut-être en train de se terminer avec cette affaire de divorce. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec, on est le 10 mai aujourd'hui. Et le 10 mai, il y a 40 ans, déjà, comme quoi le temps passe vite. Il y a 40 ans, il y a un monsieur de la politique qui a pris le pouvoir, c'était François Mitterrand, le 10 mai. Premier homme politique socialiste à prendre le pouvoir en France après 23 ans de règne de la droite. Aujourd'hui, on a un recul suffisant pour être, en effet, assez critique. Mais savoir lui reconnaître aussi le fait qu'il a été un homme d'État d'envergure, et que, je dirais, la seule chose qu'on peut lui mettre à son crédit, c'est que malheureusement, c'est quelqu'un qui a porté énormément d'espoir pour les Français. Beaucoup de liberté, beaucoup de réformes, certaines ont été mises en place, d'autres ont été beaucoup plus compliquées à mettre en place, voire d'autres, certaines ont fini par capoter, mais malheureusement, je pense que François Mitterrand a été rattrapé par l'histoire. Quand je dis rattrapé par l'histoire, ça veut dire qu'il était déjà trop tard. C'est-à-dire qu'en réalité, si François Mitterrand était arrivé au pouvoir à la fin des années 60, par exemple, peut-être qu'en effet, il aurait pu avoir l'opportunité de faire les choses qu'on espérait qu'il fasse en tant que socialiste. Malheureusement, il est arrivé 10 ans trop tard, parce que la France était déjà le pied dans l'ultralibéralisme, même en confrontation, de par son système. Et de fait, il était condamné à se taper la tête contre le mur. Et d'ailleurs, très rapidement, au bout de 2-3 ans, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles, que ça allait être très difficile à gérer, que ça allait être très difficile à financer. Alors certains, évidemment, apporteront des points positifs sur le plan culturel, etc. En effet, je veux dire, Paris peut s'enorgueillir d'avoir eu quand même la chance d'avoir un président qui s'appelle François Mitterrand, qui a permis au Louvre d'être ce qu'il est aujourd'hui, avec un certain nombre d'autres projets, etc., qu'on a eu, en effet, la fête de la musique, etc. Donc, en effet, il y a un héritage de l'ère mitterrandienne. Sauf que le problème, c'est que ce qu'on retiendra surtout de Mitterrand, c'est qu'il a eu l'audace, en 88, de se représenter alors qu'il savait qu'il était déjà malade. Alors, en effet, grâce à des traitements, etc., il a eu une rémission, mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Et d'ailleurs, les dernières années avant les élections de 95, on peut dire que Mitterrand était là sans être là. Les choses commençaient un petit peu à se resserrer dans son entourage. Donc, c'était un homme malade. Donc, vu qu'un certain nombre de médias, vu qu'un certain nombre d'organismes de presse, etc., le savaient, et donc ils n'ont pas voulu tirer sur l'ambulance. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'avantage qu'il y a de regarder un petit peu la carrière de François Mitterrand a ceci de très intéressant de voir que les choses ne sont pas aussi simples. Qu'on peut blâmer un homme de ne pas avoir su, de ne pas avoir pu, ou d'avoir été. Mais voilà, après c'est le problème. Que Mitterrand était peut-être déjà dépassé en tant qu'homme politique français à l'époque où il est arrivé au pouvoir, et que très rapidement la réalité mondialiste, la réalité ultralibérale allait le rattraper, avant même d'ailleurs la chute de l'Empire soviétique. Puisque je pense qu'à mon avis, Mitterrand s'est rendu compte, depuis à partir de 88-89, que le monde allait changer. Et que dans ce monde, forcément, les Américains allaient en profiter pour asseoir encore plus d'hégémonie et essayer de détruire la France. D'ailleurs, il y a cette fameuse expression, cette fameuse phrase qu'il a dit dans son livre peu de temps avant de décéder, qu'il a dit que la guerre économique est brutale et violente, et surtout les Américains, qui sont très voraces, seront sans pitié. Et force est de constater, aujourd'hui, avec le recul, avec ce qui s'est passé après la mort de François Mitterrand, qu'il avait entièrement raison.
que les Américains, on les fait passer pour nos amis, nos alliés, mais qu'en réalité, ce sont des voraces. Que ce sont des gens qui veulent le pouvoir. Et plus particulièrement la France, qui leur a foutu des bâtons dans les roues sur leur hégémonie, sur leur influence sur l'Europe. Je le rappelle, De Gaulle qui avait demandé en 1953 de partager le commandement de l'OTAN avec les Américains, que Eisenhower lui a fait carrément un bras d'honneur en disant on va te faire foutre, il est hors de question qu'on partage le commandement de l'OTAN avec qui que ce soit, et que De Gaulle a dit ok, pas de problème, moi je quitte le commandement de l'OTAN. Je reste allié en tant qu'allié de l'OTAN, mais je dégage du commandement. Et je vais lancer mon petit programme nucléaire de dissuasion. Ça, je peux vous dire que les Américains, ils l'ont eu, mais là. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, ils essayent de temps en temps d'essayer de pousser à ce que la France mette sa stratégie nucléaire au service de l'Union européenne, par exemple. Et donc, de fait, sous le commandement de l'OTAN. C'est-à-dire que finalement, on retirerait le bouton nucléaire français pour le donner à l'OTAN. C'est ce qu'ils veulent. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous avez compris que quand on dit de sortir de l'Union européenne, c'est pas des bourres, c'est pas des cracks, c'est une évidence. Mais malheureusement, encore une fois, pour rejoindre ce que je disais dans mes précédentes vidéos, tout est une question de connaissance, tout est une question de prise de conscience des gens, de la majorité des gens par rapport à tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, en effet, on fait 40 ans de l'arrivée au pouvoir des socialistes, pour un résultat qui, je le rappelle, a été ce qu'il est. On peut être critique, on peut essayer de sauver les meubles en disant oui, mais ils ont quand même fait des choses bien, etc. En effet, je veux dire, au niveau des congés payés, au niveau du taux horaire, au niveau du départ à la retraite, etc. Sauf que malheureusement, comme je vous le dis, c'est arrivé trop tard. C'est-à-dire que le mal était déjà fait, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc voilà, petite séquence, on va dire, mémorielle. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, suivez un petit peu ce qui se passe avec ces tribunes de généraux. Suivez un petit peu ce qui se passe avec l'évolution politique. Là, j'ai un peu souri parce que Mélenchon est en train de gueuler partout parce qu'il se rend compte que les socialistes ont fait en sorte de demander aux écolos de ne pas accepter la France insoumise dans des colistages pour les régionales ou les départementales. Donc là, monsieur, il n'est pas content, il pète un plomb. Voilà. Portez-vous bien et à très prochainement.